Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Alors le mardi, c'est plus le début de la semaine, c'est pas encore le milieu de la semaine, mais c'est quand même mieux que le lundi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même si moi j'adore les lundis parce que j'ai tous mes projets qui se mettent en place, toutes mes petites. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui me disent à chaque fois que je fais une interview. Mais quels sont tes projets pour la suite ? En fait, moi, les projets, c'est toutes les semaines. Donc, je vis pas sur des acquis. J'ai des nouveaux projets toutes les semaines puisque j'ai des publications à sortir, que ça soit podcast ou des cours ou autres sur mon site, toutes les semaines. Donc, en fait, chaque semaine est un nouveau projet pour moi. Donc, j'ai pas réellement besoin d'avoir des gros projets de fou à long terme, start-up et tout ça. Ma vie est déjà bien remplie depuis pas mal d'années de ce côté-là. Mais bon, bref, le mardi, c'est cool. Parce qu'on sait, on est dans le bain, donc on a passé son premier entraînement qui dérouille un peu en début de semaine et on attaque. Alors moi je vous recommande un truc. Depuis quelques années maintenant, j'ai décidé de faire le premier entraînement de la semaine comme étant le plus dur. C'est-à-dire que le lundi, moi, je fais les cuisses à fond. Et après, chacun y trouvera son compte. Moi, je sais que j'aime bien faire ça, de faire la séance la plus compliquée en début de semaine, parce que déjà d'une, je profite un petit peu de la recharge et de la récupération nerveuse du week-end. Et donc, du coup, j'ai pas mal d'énergie. Bon, après, le point négatif, c'est les courbatures. Quand vous tapez les cuisses fort le lundi, je sais pas pour vous, mais moi, les courbatures, je les tiens jusqu'au jeudi soir, voire des fois jusqu'au vendredi. Donc, surtout si j'ai fait les mollets un peu fort, avec les cuisses, je les tiens jusqu'au vendredi facilement, les courbatures. Mais bon, bref, on est mardi. Enfin, en tout cas, nous sommes mardi quand on écoute ce podcast. Moi, je l'enregistre juste avant. Et j'ai pas mal de petits sujets à discuter avec vous. Le premier sujet étant les ados et les réseaux sociaux. Le deuxième, on va parler sur quel front est engagé le plan national de nutrition santé. Et on va répondre à une question d'un auditeur sur le taux de testostérone passé la trentaine. Donc voilà. Avant de démarrer, comme d'habitude, je fais ma petite auto-promo, on va dire. En tout cas, c'est pour ceux qui connaissent pas mon travail de l'autre côté du rideau. Donc, pour tous ceux qui écoutent juste le podcast et qui se demandent, tiens, qu'est-ce qu'il fait d'autre dans la vie ? Qu'est-ce que je fais d'autre dans la vie ? Je propose sur mon site des cours en version longue, sur divers sujets, on va dire, liés au fitness, au style de vie fitness, que ça soit la nutrition, la nutrition et l'alimentation, c'est pareil, mais l'entraînement ou même le style de vie ou le sommeil ou tout ce qui m'a amené à progresser et tout ce qui peut amener à évoluer dans ce monde-là. Et donc là, un sujet un petit peu, on va dire, de niche, un petit peu pointu pour toutes les personnes qui veulent faire de leur corps, de leur image, soit un travail, soit un hobby ou j'en sais rien. Donc je parle des mannequins. Donc les mannequins, ça peut être les mannequins sous-vêtements, les mannequins maillots de bain, les mannequins pour faire des couvertures de magazines, peu importe, ou même pour les futurs acteurs, les figurants, bref, tous ceux qui peuvent ou qui veulent se servir de leur corps comme un moyen ou de gagner de leur vie ou de se lancer un défi. Donc j'ai sorti le programme diète des mannequins. Donc j'avais déjà sorti la première partie qui était plus sur l'entraînement, le style de vie, etc. Là, on parle vraiment de la nutrition des mannequins, ce qu'ils mangent pour toute l'année pour garder la forme. Donc voilà, j'ai déjà eu des bons retours dessus, alors que c'est sorti à peine ce dimanche-là. Donc il y a 2 jours pour vous. Allez voir là dans les notes de l'émission, vous avez un lien ou directement dans votre boîte mail. Logiquement, quand vous écoutez le podcast, si vous êtes abonné à mes emails, vous recevez également le lien par email. Donc vous aurez justement tout ça. Et voilà, c'est assez intéressant de comprendre un petit peu le cheminement de ce genre de personnes parce que ça n'est pas du tout la même chose que celui qui pratique la musculation ou le bodybuilding ou autre quoi. Donc voilà, on passera un certain temps ensemble à détailler tout ça et si vous voulez, vous savez qu'on copier les choses, ça marche aussi.
Beaucoup de personnes disent qu'il faut absolument individualiser et tout. Ouais, mais il y a une grosse part de copie dans les process qui fonctionnent chez les gens. C'est-à-dire que quand une personne fait quelque chose qui fonctionne, il y a peu de chances que ça soit l'opposé pour vous, pour que ça fonctionne pour vous. Alors qu'on est dans un monde aujourd'hui en muscu où non, chacun est différent. Oui, d'accord, mais dans les grandes lignes, c'est quasiment la même chose. Il y a personne qui se muscle avec autre chose que ce que les autres utilisent pour se muscler. Et c'est là en fait où plus les personnes sont non sachantes et débutantes, plus elles pensent comme ça, parce que ça permet en s'individualisant, ça permet à la fois de trouver beaucoup d'excuses, mais aussi de penser qu'il y a le petit truc miracle qui existerait pour soi, le petit interrupteur. Il n'y a pas vraiment le petit interrupteur en fait. Il y a des gros interrupteurs généraux. En fait, il y a le disjoncteur général. Donc ça fonctionne pour tout le monde. Et après, il y a les petits disjoncteurs individuels, les petits comme un compteur électrique, vous savez, pour activer telle ou telle chose. Mais globalement, faut d'abord mettre le courant en général, donc faut d'abord comprendre les fondamentaux et après agir sur des petits leviers pour orienter sa progression physique, etc. Donc le lien est en description, vous pouvez aller voir, ça marche, ça fonctionne, c'est en ligne. Et on passe au premier sujet qui est les ados et les réseaux sociaux, donc Instagram, etc. Donc on va parler de l'image, on va parler beaucoup de psychologie parce que ça vient d'un site de psychologie, donc l'article est orienté là-dessus. Déjà, la première chose, c'est il parle des ados et des réseaux sociaux. Moi, j'élargirais la chose à tout le monde, parce que c'est pour ça que j'ai mis en titre les ados et les réseaux. 3 petits points. On n'est pas tous de vieux ados. Point d'interrogation. Alors ça, c'est une notion qui est très largement discuté, on va dire, dans une sphère pas très populaire, mais qui commence à l'être, en tout cas dans le monde Internet, YouTube et compagnie, qui serait que la vie d'adolescents, donc les ados d'aujourd'hui qui deviennent qui évolue en fait. À partir de quand on n'est plus ado? Logiquement, à partir de 18, 19, 20 ans, on commence à rentrer dans l'âge adulte. Sauf qu'aujourd'hui, pas mal de psychologues et tout disent que le phénomène d'adolescence a tendance à traîner un petit peu. Et ne serait-ce que regarder sur les tenues vestimentaires. Et moi, la première chose qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est un film tranquille que je vous recommande, un film, c'est une petite comédie, presque une comédie de Noël, on pourrait mettre ça dans ce rang-là, qui est d'une réalisatrice, enfin ouais, je crois qu'on dit comme ça, une réalisatrice que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, quasiment tous ses films sont assez sympas. Alors c'est des films à l'eau de rose, évidemment, mais moi je les aime beaucoup. Ceux-là, j'aime peu les films à l'eau de rose, mais ceux-là, je les aime pas mal. Elle s'appelle Nancy Meyer et elle avait fait un film qui s'appelle Le Stagiaire avec Robert De Niro qui est veuf et qui n'a plus de travail et qui il est veuf et retraité et pour s'occuper, parce qu'il se fait chier, en fait, sa routine de vie commence à l'emmerder un petit peu, et donc il postule dans une espèce de start-up dans les vêtements, et donc du coup, c'est l'ancien monde, parce que lui, il est de l'ancien monde, c'est comme si c'était votre grand-père, quoi, et il va être intégré, tenter de s'intégrer dans une société très moderne, qui a des adultes, mais des adultes d'aujourd'hui, qui tiennent les rênes. Et donc, il fait pas mal de petites leçon de vie en fait à l'intérieur de ce film, et la première chose que moi j'avais vue, c'est vrai qu'il a pas tort, c'est sur la tenue vestimentaire. En fait, la tenue vestimentaire des adultes dans le film sont des adultes de la société, des jeunes adultes, et très adolescentes finalement. Il y a très peu de on voit clairement la différence par rapport à ça. En fait, c'est comme si des signaux extérieurs aussi simples que l'habillement pouvaient montrer un petit peu l'orientation psychologique des adultes d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça, je vous recommande ces films, tous les films de Nancy Meyer, si vous avez un petit peu la corde sensible sur certains sujets. C'est la même personne qui avait fait le film The Holiday avec Cameron Diaz et Jude Law. Alors c'est des films, voilà, vous le regardez avec votre nana sous la couette, tranquille, c'est des films de Noël, c'est des comédies romantiques, voilà, c'est pas le vrai monde non plus, mais c'est un bon moment passé. Et celui-là particulièrement, moi je trouve qu'il est bourré de petites leçons de vie à droite à gauche qui reflètent bien le mode de vie qu'on adopte presque tous aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on lutte un petit peu contre, mais globalement, c'est un bon reflet de la société actuelle. Bon bref, l'article, qu'est-ce qu'il raconte ?
40% des jeunes se jugeant moches relient cette impression à leur présence sur les réseaux sociaux, selon les documents internes de Facebook. Instagram serait responsable de la mauvaise représentation qu'ont les adolescents d'eux-mêmes. Donc voilà. Alors une enquête sur l'impact des réseaux sociaux publiée il y a 5 ans établissait l'existence d'un lien entre leur utilisation, tant par des adultes que par des jeunes, et les problèmes d'image du corps ou de troubles de l'alimentation, donc globalement des TCA. Toutefois, cette étude montrait que ce n'était pas forcément le temps passé sur les réseaux sociaux, mais plutôt des activités spécifiques comme le visionnage, la retouche et la publication de photos idéalisées qui posaient problème. En fait, il est vrai que, déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand on est ado, on a un cerveau qui est beaucoup plus spongieux. En tout cas, quand je dis spongieux, c'est pas sa texture, c'est qu'il va absorber beaucoup plus facilement, il va plus facilement se faire orienter par des modèles de réussite de leur génération, en gros, je vous dis clairement, s'ils observent que quelque chose fonctionne, ils vont avoir tendance à le reproduire de manière bête et méchante. Et là, au niveau, je vous garantis que avoir 10 000 followers quand vous êtes au collège ou au lycée, alors 10 000 c'est un peu léger, mais c'est déjà un bon début. Vous êtes la star. Il n'y a pas de, enfin voilà, vous avez, c'est un petit peu comme être, je sais pas moi, avoir du pouvoir à 30 ans, avoir de la fortune à 40, etc. Donc, il y a vraiment ce lien fort entre l'image que vous aurez ou que vous montrez sur les réseaux à cet âge-là et votre niveau, votre statut, votre niveau social, je sais pas si votre crédit social même, on pourrait dire, si on pourrait reprendre les termes d'actualité un peu moderne avec le crédit social chinois qui n'a rien à voir d'ailleurs, mais moi je l'utilise comme ça. Bref, en fait, ce qui se passe avec ça, c'est que on ne montre en fait, les personnes, moi je le vois bien, que on parle beaucoup des adolescents, influence et tout, mais il y a aussi beaucoup de jeunes adultes, des adultes de 20, 25, 30, 40 ans même, qui sont sujets à observer, de regarder ne serait-ce que les sites de rencontres, les photos que vous y voyez, des personnes après sur les réseaux, les comportements qu'ils ont, les critiques qu'ils peuvent avoir, et du coup il y a beaucoup de remises en question. Donc c'est pour ça l'article parle des adolescents, mais ça joue aussi pour les adultes. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'adultes vont regarder une page Instagram d'une nana super en forme physiquement ou d'un mec super en forme physiquement. Et là, il y a tout un tas de mécanismes qui vont se mettre en place, soit de l'inspiration, soit de la jalousie, soit de la critique pour se rassurer en se trouvant des excuses, etc. Donc du coup, ça touche un petit peu tout le monde, pas que les ados. Sauf que les ados, c'est plus violent, en fait. Enfin voilà. Et ça déjà... Enfin, moi, je vais vous montrer un petit peu. Alors, moi, je suis pas influenceur. Déjà, le terme influenceur pour moi a toujours été connoté de manière. Enfin, le mot influence pour moi c'est négatif. Donc, par défaut, influenceur me semble être négatif par défaut. Mais bon, j'ai pu parler avec des personnes comme ça, donc qui ont énormément d'abonnés, c'est-à-dire des personnes qui vivent de ce mode de communication. Encore une fois, moi, ça n'est pas le mien. Moi, les réseaux sociaux, c'est un appui pour vous parler de ce que je fais sur les podcasts, sur mon site comme travail, mais je ne vis pas de placement de produits, de choses comme ça. C'est pas mon job. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que, en fait, un mode de vie parfait. Instagram, je vais prendre Instagram. Instagram, le but d'Instagram à la base était un site où on partager de belles photos. C'est-à-dire que vous êtes allé dans un lieu particulier où c'était joli, un beau coucher de soleil, etc. Vous faites une photo sur le moment avec votre téléphone, vous la publiez. Le but, c'était ça. C'était de publier sur l'instant une photo unique, singulière, qui était jolie, et on pouvait avoir justement des likes ou pas de likes. Donc cette philosophie s'est élargie, c'est-à-dire que Instagram égale une belle photo à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait les gens les plus, je vais pas dire malsains, mais ceux qui se disent on va exploiter le truc au maximum. On va faire croire aux gens qu'on prend des photos régulièrement dans la journée,
sur le pouce et qui vont représenter en permanence quelque chose de beau. Donc, on va faire croire qu'un physique est pris sur le pouce en photo, alors que ça n'est pas le cas. Il y a des fois 30, 40, 50, voire 100 photos qui ont été prises pour trouver le bon angle, la bonne lumière, etc., le bon décor derrière. Après, il y a une petite retouche et après, on publie. Voire certains en font 50 d'un coup et les publient tout au long de l'année. Donc, on n'est plus dans le moment instant présent, etc. Donc, c'est une période de temps qui a été exploitée à fond et après qui a été rentabilisée sur les semaines, etc. Ensuite, on va montrer essentiellement des choses qui vont donner envie d'adopter le même style de vie. Donc, si une personne vous met en avant un style de vie qui est trop semblable au vôtre, c'est-à-dire lundi matin, temps de merde, il pleut, je me suis cogné le pied dans la table basse et je fais plein de rétention d'eau, j'ai un physique de merde. Bon, les gens, s'ils mettent ça, est-ce que vous avez envie d'acheter son complément alimentaire derrière ? Moyen, non, pas trop. Donc du coup, en permanence, on vous met devant les yeux un mode de vie que vous pourriez probablement obtenir si vous faisiez ce qu'il faut, et qui est un mode de vie où on se lève toujours avec la banane, on a toujours que des belles choses qui nous arrivent dans la vie. Le week-end, c'est pas la petite promenade dans un parc, mais c'est une promenade en bateau avec des gens super intéressants qui ont le sourire, etc. Et puis, quand on rentre, c'est dans une super villa avec une super bagnole et on a la super nana ou le super mec, et voilà. Bon. Qu'est-ce que ça met dans la tête d'un ado ? L'ado, lui, va simplement voir il a des likes, donc il est connu, donc c'est génial. L'adulte, il va voir autre chose. L'adulte, il va voir il est jeune, il a plein de thunes, il a une super nana ou un super mec, et il a l'air d'être toujours heureux. Donc du coup, l'adulte, lui, c'est plus juste les likes qui vont compter pour lui. C'est en fait dans l'inconscient collectif, c'est ce qui plaît en fait à la moyenne des gens. Il se dit, mais ça plaît à la moyenne des gens. Mais moi, je suis tellement loin de ce mode de vie que finalement, j'ai raté ma vie, quoi. Et en fait, sur le moyen long terme, ça conduit à faire abstraction du réel. Donc, c'est-à-dire que les gens ne sont plus capables d'observer la réalité. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont juger leur vie par rapport à ce qu'ils perçoivent sur Facebook, Instagram, TikTok et tous ces trucs et j'en passe, même YouTube et compagnie. Et le pire, ce sont vous savez, ceux qui font des vidéos marketing et tout, là, qui vous font les vidéos montées avec, ou des jets privés, ou des super maisons au bord d'un fleuve, machin. Enfin, bon, bref, vous voyez, des trucs en location et tout, où ils font des super trucs pour vous dire, vous aussi, vous voulez une vie réussie comme ça, signez en bas à droite et vous êtes engagé avec moi pour réussir votre vie. Bon, ces choses-là, disons que ça véhicule un mode de vie qui eux-mêmes n'ont pas, je vous le garantis. Ces gens-là, ils ont leurs angoisses, ils ont leurs tracas, ils ont parfois des moments où ils se réveillent, ils aiment pas leur physique. Parfois ils se réveillent, ils ont un bouton sur le front, ils ont mal au ventre comme vous de temps en temps. Des fois, ils ont aussi des coups durs. Des fois, leurs amis leur font faux bond, et c'est comme ça. Mais sauf que ça n'est pas vendeur. Ils veulent vous vendre un mode de vie idéal qu'eux-mêmes n'ont pas, en fait. Donc déjà, ça c'est le premier pilier. Mais le deuxième, le plus important, c'est l'abstraction du réel. C'est-à-dire que les gens d'aujourd'hui vont essayer d'obtenir une vie présentée par des réseaux, mais vont oublier d'observer la vie qui se passe autour d'eux. Donc c'est-à-dire que, par exemple, la nana ou le mec, il vit dans une petite banlieue tranquille, et puis il va sur Instagram tous les jours, il regarde, et puis à chaque fois qu'il prend son petit déjeuner, là, il mange son bol de flocons d'avoine, il dit « Ah putain, eux, ils réussissent bien. Moi, je mange la même chose, mais j'ai pas ses abdos et tout. » Et puis il sort dans la rue, il croise même pas son voisin parce qu'il regarde pas, il a la tête à moitié dans le brouillard, il monte dans sa bagnole, il part bosser, frustré, etc. Mais il faut observer le réel, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, et notamment dans le milieu du fitness, les personnes ont tendance à se dévaloriser énormément. C'est-à-dire qu'elles vont s'identifier elles vont essayer de s'analyser, de s'identifier, de se comparer par rapport à ce qu'elles voient sur les réseaux, mais pas par le réel qu'elles côtoient au quotidien. Donc déjà, je vous invite à faire un premier exercice si vous êtes sujet à ce côté malveillant des réseaux. Et quand vous commencez à vous dire est-ce que c'est bon ou pas, c'est que c'est déjà pas bon. Donc voilà, je vous le comme ça, au moins vous avez une bonne indication. Le simple fait de se poser la question, c'est que vous avez déjà le pied dans l'engrenage. Donc, et faites l'exercice suivant aujourd'hui. Comparez-vous aujourd'hui
aux 10 personnes que vous allez côtoyer. Donc votre voisin, votre meilleur ami, je sais pas, votre collègue de travail, le cuistot qui va vous servir à midi, j'en sais rien, peu importe. Mais comparez-vous de manière, pas en dévalorisant les autres non plus, mais êtes-vous réellement tout en bas de la hiérarchie au niveau de celui qui prend soin de sa santé, de sa forme, etc. Et est-ce que c'est pas plus concret? Parce que c'est votre quotidien, c'est votre environnement direct, c'est-à-dire c'est les personnes avec qui vous interagissez. Est-ce que c'est pas plus important de voir où vous vous placez dans votre quotidien plutôt que d'essayer de vous placer artificiellement avec des gens que, vous ne rencontrerez jamais et qui, deux, en fait, vous présentent quelque chose qui, eux-mêmes ne font pas. Et la totalité, ne croyez pas qu'il y a une race de personnes que vous voyez que sur Internet. En fait, si. Ce que vous voyez sur Internet, c'est une race qui n'existe pas dans le réel, en fait. Quand je dis une race, n'entendez pas un truc péjoratif ou je sais pas trop quoi. Quand je dis une race, c'est vraiment comme une race d'acteurs ou une race de voilà. Le mot race est un peu connoté aujourd'hui, mais bon, je pense que vous serez assez intelligent pour comprendre que je l'utilise juste pour vous montrer que c'est quelque chose qui est créé de toutes pièces et qui n'existe que sur le virtuel, que dans le virtuel. Ça n'existe pas dans le réel. Donc, et pour les ados, c'est un petit peu la même chose. Les ados ont ce truc-là et donc du coup vont avoir tendance à plus facilement avoir des troubles du comportement alimentaire parce que tout passe très vite quand on est jeune, sauf les heures d'histoire géo et de maths et compagnie. Mais je veux dire, sinon tout passe relativement vite. L'adolescence est courte finalement, on va dire 12, 13, 14 jusqu'à 18 ans à peu près. Donc ça passe très vite. Donc on a envie très vite d'arriver au sommet de je vais pas dire du pouvoir, mais du crédit social. Qu'on a envie d'avoir les meilleurs amis, on a envie d'avoir les meilleures petites copines ou petits copains, on a envie d'être un petit peu les meilleurs, quoi. On n'a pas envie d'être les derniers. Et ça va vite, ça passe vite. Les années de collège, lycée passent très vite. Et donc dans ce très vite, qu'est-ce qu'on va inclure pour avoir des résultats? On va inclure de l'anorexie, de la boulimie, des troubles du comportement alimentaire, parfois des drogues, etc. C'est pour ça que souvent les plus grosses dérives sont chez les adolescents, parce qu'ils sont pressés par le temps et par le résultat, parce que chaque journée passée à être critiqué ou à se sentir mal dans sa peau, c'est l'enfer. Les hormones sont présentes à fond, donc tout est multiplié. Donc du coup, ça crée vraiment ça. Sauf que, encore une fois, les adolescents, tout comme les adultes, n'observent pas le réel. En fait, ils se comparent en permanence et on les voit regarder un milieu où le téléphone est autorisé pour les ados. Ils sont tous sur leur téléphone. C'est-à-dire que leur réel, c'est ça. Ça n'est plus regarder Et si simplement ils posaient le téléphone et ils apprenaient à s'observer, ils arrêteraient de voir autour d'eux des gens médiocres. Parce que finalement, c'est ça. Quand vous regardez en permanence des super nanas ou des super mecs sur les réseaux, quand vous levez les yeux, vous regardez dans la cour d'école ou dans la cour du lycée, je sais pas comment je pourrais appeler ça autrement, vous voyez que de la médiocrité, puisque en fait, vous avez que le top du top qui est présent sur les réseaux. Parce qu'il faut bien vous dire une chose, c'est que pour être sur les réseaux, faut être, il y a un travail avant où il y a un gros facteur chance où alors quand on est ado, si vous avez la chance d'avoir une belle gueule, une belle façon de parler et que vous avez fait du sport, etc. Quand vous étiez encore plus petit qu'ado, vous avez peut-être un avantage. Mais sinon, sur les réseaux, ce sont des gens qui ont travaillé pour, etc. Mais vous ne voyez que la petite portion de personnes qui a réussi à se faire aimer, en fait. Mais tous les autres, vous les voyez pas. Mais les autres, ils sont majoritaires. Et c'est un petit peu la problématique d'aujourd'hui, c'est que à force, vous savez, d'usure, au début on le savait, mais maintenant à l'usure, parce que ça fait pas mal d'années que c'est ancré dans la tête des gens, c'est toute cette histoire de réseau et tout, beaucoup de personnes ont tendance à croire que c'est le réel et vont remettre en question leur propre vie, parce que les autres, ils ont l'impression que tout le monde, finalement, a une super vie, des super vacances, des super maisons, des super conjointes, des super enfants qui écoutent tout, qui sont hyper éveillés et tout. Et du coup, ils se sentent un peu comme une merde, quoi, comme des, ouais, voilà. Alors que tout ça ne représente pas le réel, encore une fois, et que parfois, ils ont une vie bien plus pourrie que la vôtre. Et que, simplement, eux, s'ils arrêtent de montrer ça, ils gagnent plus d'argent. Donc, voilà.
vous, avec votre propre style de vie, avec vos propres défauts, vous pouvez vous pointer au travail et avoir votre salaire à la fin du mois. Eux, non. Donc, ils sont pris dans un piège, dans un engrenage négatif. Et donc, du coup, ça les amène à vous montrer de plus en plus une vie parfaite, alors que de plus en plus, ils s'enterrent certainement, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, dans un mode de vie où ils sont prisonniers. Parce qu'il faut pas oublier, ce ne sont pas des acteurs de cinéma très bien entourés et tout ça. On parle d'influenceurs seuls, c'est-à-dire qu'ils sont parfois pas du tout entourés, pas du tout encadrés et ils n'ont aucune protection au niveau psychologique et tout ça. Donc ça met quand même dans la nature des personnes assez fragiles. Donc je vous garantis que vous n'avez pas envie d'avoir leur mode de vie. Vous avez envie d'avoir le mode de vie qu'ils vous montrent, qu'ils vous présentent, ce qui est une rêverie en fait. Ça fait que cocher des cases de l'être humain, la réussite, la beauté, le pouvoir. Mais après ça s'arrête là. Il faut voir ça un petit peu comme des comme des mantras ou autres, mais pas comme de la réalité. En fait, c'est limite de l'ésotérique, quoi. Bon voilà, c'était mon petit feedback sur ça. Donc deuxième sujet. Sur quel front est engagé le PNNS, donc le Plan National de Nutrition Santé? Alors, le plan de nutrition de santé a été organisé et lancé en 2001. Et depuis cette date, le PNNS se renouvelle tous les 5 ans pour veiller toujours à ce que les habitudes alimentaires s'améliorent de plus en plus. Alors, petit rappel, 2001, ça fait 20 ans. Donc, au moment où j'enregistre le podcast, ça fait 20 ans, donc 20 années, donc je le répète, 20 ans que ce truc-là est en place. Donc le plan de nutrition nationale agit principalement sur 5 axes qui vont tous vers un seul et même objectif, qui est l'amélioration de tout ce qui est nutrition et alimentation. Donc visiblement, nutrition et alimentation, pour eux, c'est pas la même chose. Bon, moi, globalement, je chipoterai pas trop, je le mets plutôt dans la même case, même si certains diront non, c'est pas la même chose. Moi, alimentation, pour moi, c'est ce qu'on donne à manger, et nutrition, ça serait peut-être plus, entre guillemets, physiologique et médical. Nutrition, ce qu'il faut réellement à l'homme, et alimentation, c'est tout ce qu'on peut manger sans mourir, quoi, en gros. C'est-à-dire tout ce qu'on peut manger, tout ce qui est comestible. Bon, c'est comme ça que je le différencierais, mais bon, c'est un peu pinaillé. Pour une meilleure santé de toute la population française, ces 5 axes sont les suivants. 2 points. Premier point, amélioration de l'environnement nutritionnel et physique. Deuxième point, inciter à un comportement qui sera favorable à la santé de la communauté. Troisième point, améliorer la prise en charge des personnes souffrant de surpoids, dénutries ou atteintes de maladies chroniques. Quatrième point, encourager un mouvement et une dynamique territoriale et locale. Et cinquième point, approfondir encore plus les recherches sur la nutrition. On vit dans un... Alors là, c'est mes mots, c'est plus les leurs, hein. On vit dans un monde, vous voyez, où il y a beaucoup de précautions. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais regardez les mots. Améliorer, inciter, de nouveau améliorer, encourager, approfondir. Vous voyez le manque de concret, en fait, là-dedans? Ça reflète un peu la société actuelle, hein. Mais pour moi, inciter, tout ça... Non. On est dans des termes, vous savez, où on ne veut pas se mouiller. En fait, moi, un discours comme ça, c'est pas, enfin, personnellement, en tant que, je sais pas, un chef d'entreprise ou quoi, entend ce genre de discours, je vais encourager, je vais améliorer. Il entendrait d'un employé à un entretien d'embauche, voilà. Alors c'est quoi qu'est-ce que vous pouvez apporter à la société? Eh ben, je vais inciter à un comportement. Non, mais on s'en fout en fait que t'incites. Tu veux faire quoi? Tu veux agir sur quoi concrètement? Je veux améliorer ou je veux encourager. Non, ça marche pas en fait, parce qu'en fait, ces mots-là, même si c'est bien de les utiliser, ça ne transpire pas le concret. Ça transpire l'abstrait et pas de date butoir, pas de, comment on appelle ça, de deadline, etc. Et donc, du coup, on n'a pas trop confiance. En fait, on se dit, il y a quelqu'un qui s'en occupe, mais on sait pas quand et on sait pas comment. Et bon, bref. Moi, je trouve que, honnêtement, si ça fait 20 ans que c'est présent, on pourrait avoir, logiquement, des sujets où on pourrait, par exemple, moi, le mot renforcer matche mieux que inciter ou améliorer. Renforcer, pourquoi? Parce que renforcer veut dire qu'il y a quelque chose qui est déjà en place et qu'on veut encore plus le fortifier. Et c'est pareil, le mot fortifier serait plus parlant. Parce qu'en fait, on agit sur des choses qui sont déjà en place, logiquement. Quand, par exemple, si vous voulez fortifier votre organisme, votre organisme, il sait déjà se défendre et vous voulez encore plus le fortifier.
Admettons, je vous donne un exemple facile. Vous voulez, faire je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre exemple ? J'en ai pas là comme ça. À chaud là, il faudrait que je réfléchisse un petit peu, mais vous voyez où je veux en venir. Et moi, en fait, modestement, parce qu'en fait, on voit bien que ce plan national de nutrition santé doit agir pour que globalement et massivement la santé française s'améliore, parce qu'on sait aujourd'hui qu'elle se dégrade à cause de l'obésité, de la sédentarité, de la bouffe industrielle, etc., etc. Donc moi, j'aimerais juste montrer à ma petite échelle, je veux juste des choses concrètes qui, à mon sens, matcheraient bien et en tout cas chez les sportifs et les personnes qui sont désireuses d'améliorer un petit peu leur style de vie, qui récolteraient certainement un petit peu plus d'entrain autour d'elles et peut-être même un petit peu plus d'investissement, même au niveau financier, pour le PNNS, même si je ne sais même pas comment il se finance, mais bon bref. En fait, la première chose, le premier point, c'est que je travaillerai concrètement. Alors quand je dis je, c'est pas moi, mais voilà l'idée que je donne. Vous allez voir, c'est très simple. Piste cyclable. Vous allez me dire, des pistes cyclables, il y en a déjà. Oui. Mais avez-vous vu l'énorme travail de pistes cyclables ou de voies réservées aux vélos dans les villes, mais très peu entre les villes? Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent hors des villes parce que vivre dans les villes, c'est trop cher. Et puis certains, ils se disent ils préfèrent vivre à la campagne parce que c'est plus sécure, etc. Donc du coup, ils doivent se rendre d'un petit village à la ville, qui est parfois éloigné de 5 km à peine. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait entre la ville et le village ? Il y a une départementale, voire une nationale. Mais est-ce que vous avez vu une piste cyclable ? Alors ok, si vous habitez dans les Landes, je sais, vous avez les plus belles pistes cyclables de France, c'est magnifique, je connais, c'est magique. Les pistes cyclables, elles sont même pas aux abords des routes, pour certaines, elles passent carrément à l'intérieur des Landes, c'est magnifique. Si vous voulez faire du vélo, allez dans les Landes d'ailleurs. Mais bon, je suis sûr que ceux qui habitent là-bas trouveraient à redire, parce qu'ils connaissent mieux que moi. Mais bon, globalement, moi, un des premiers points, mettez de la thune pour faire des pistes cyclables entre les villes, en fait, entre villages et grandes villes. Parce que beaucoup de personnes seraient prêtes à aller à vélo au boulot, mais ne peuvent pas, en fait. Ils sont obligés d'aller en bagnole jusqu'à un tramway ou un terminus de métro ou quoi, et après de prendre le métro. C'est quand même triste, parce que tout le monde n'a pas la liberté de pouvoir foutre son vélo dans le coffre, etc. Donc il y en a qui doivent le faire, c'est-à-dire qu'ils prennent leur vélo le matin dans le coffre, en bagnole ils vont jusqu'à un endroit où ils peuvent pédaler et après voilà. Mais qui le matin dans les bouchons et dans la pollution et dans les gens pressés qui vont vous frôler ont envie de pédaler sur une nationale? Donc première chose, de mettre des pistes cyclables qui va alimenter de plus en plus les grandes villes. Donc, c'est-à-dire de pouvoir relier, de pouvoir ponter les villages avec les grandes villes par le biais d'une piste cyclable. Parce que sachez une chose, c'est que la piste cyclable va être utilisée à la fois par les vélos, par les piétons, parce que oui, certains piétons vont l'utiliser aussi, mais également par les trottinettes et tout. Mais donc, c'est pour ça, les villes, c'est bien de mettre des voies pour les vélos, ok, mais le but, c'est quand même d'augmenter l'activité physique et il faut pas que ça soit réservé aux gens de la ville, quoi. Parce qu'en fait, les gens de la ville, globalement, je parle des très grandes villes, très peu utilisent des bagnoles, sauf s'ils ont de quoi les stocker à moindre, enfin voilà, qui ont leur propre garage et tout. Mais sinon, c'est tellement un enfer de circuler aux heures de pointe, de trouver une place et enfin voilà quoi, que beaucoup font tout à pied. Donc globalement, dans les villes, les gens ont plus facilement tendance à marcher. Alors que quand vous êtes loin de tout, vous prenez la voiture pour tout. Alors que si votre village, il y a une piste cyclable qui va jusqu'à la ville où vous bossez, eh ben vous vous dites au moins j'ai l'option. Et puis le jour où j'ai le bon vélo, où j'ai la motivation, je le fais. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, ce que je disais, vous savez les appareils de sport en plein air là, ce qu'on appelait avant les parcours de santé ou alors les aires de fitness, peu importe. Mais on voit qu'il y a des budgets pour tout. C'est-à-dire qu'on impose aux promoteurs immobiliers, ok, si vous faites ça, vous gardez tant d'arbres et tout, c'est très bien. Tous ne le font pas. Mais d'imposer, par exemple, quand vous déforestez un petit peu, c'est-à-dire vous enlevez 3-4 arbres pour faire pousser un bâtiment,
eh ben le promoteur doit être obligé de mettre une aire d'activité physique, non pas loin, mais dans la résidence. C'est-à-dire que chaque résidence, au lieu de mettre une barre de traction, un parcours de santé par ville, eh ben de mettre 3-4 équipements par résidence. Il y a toujours un espace vert dans toutes les résidences. Ils font toujours un endroit où ils mettent un arbre, un olivier, ou enfin je sais pas où vous habitez, mais peu importe, il y a toujours un petit endroit. Je parle des résidences dans les petites villes et villages. Je parle pas des résidences en centre-ville, genre d'une capitale ou autre. Je parle des résidences là où les gens peuvent vivre dans des bâtiments sur 2 ou 3 niveaux. Oui, il y a toujours un endroit où vous pouvez mettre ce petit truc là. Et ça demande pas grand-chose. Mais juste une petite barre de traction, je sais pas moi, pas des anneaux, mais un truc, des barres parallèles, voilà, de mettre des petits équipements de manière régulière. Et ça, en fait, simplement, vous pouvez l'imposer au promoteur. C'est bête, mais ça serait utilisé, et ce sont des actions concrètes que vous pouvez justifier. Ensuite, le troisième point que j'ai répété au moins dans 4 podcasts différents, vous voulez faire quelque chose de concret également. Parce que là, vous dites encourager un mouvement, non, améliorer la prise, non, c'est pas ça, inciter à un comportement qui sera favorable à la santé de la communauté. Donc moi, je vais vous donner un truc qui va inciter, non pas inciter, mais qui va concrètement améliorer le comportement, c'est la publicité que vous voyez à la télé. Il n'y a toujours pas de publicité tampon. Ce que j'appelle moi une publicité tampon, c'est une publicité qui vient à armes égales affronter la publicité de l'agroalimentaire industriel, de l'alimentation plaisir. Donc on connaît tous les publicités qu'on voit à la télé, à la télé ou même avant les vidéos YouTube et tout ça. On ne parle jamais d'aliments sains. Les seuls qui essayent de le faire, c'est en fait faussement, sous couvert d'un discours santé, de greenwashing et compagnie, de vous faire croire que leur aliment est sain. Mais globalement, on n'a que l'industrie ultra transformée qui vous propose des publicités, de l'alimentation sous forme de publicité. Donc il faut des publicités tampons. Des publicités tampons, c'est il faut qu'il y ait un fonds de budget pour je sais pas moi, de la publicité pour des vrais aliments sains, de montrer les agriculteurs, de montrer les maraîchers, j'en sais rien, mais de mettre de la publicité tampon pour que les gens en face d'eux, que ce soit les enfants ou les adultes devant la télévision, n'aient pas comme seule option ce qu'on leur fout devant le nez. Et ce qu'on leur fout devant le nez, c'est les espaces publicitaires que les groupes de télévision et tout. Et il faut vous dire une chose, c'est que l'espace publicitaire, il a un coût, mais il est accessible. Quand je dis il est accessible, c'est pas il est réservé qu'à une catégorie. Il faut avoir de l'argent, certes, mais en fait, si la personne a suffisamment d'argent, il peut mettre quasiment ce qu'il veut. Il y a un comité qui va regarder. Évidemment, vous pouvez pas faire la pub de trucs illégaux, mais vous avez le tabac et l'alcool, c'est quasiment fini. Enfin, le tabac, c'est fini, l'alcool, c'est ambigu. Mais par contre, si vous voulez mettre en avant, je sais pas, une soupe de légumes maison, ou un légume, ou un morceau de viande, ou du poisson, ou autre, ça marchera. On est dans le domaine légal. Mais il y en a pas, en fait. La seule chose qu'on a, c'est du transformé, c'est de l'alimentation plaisir. Donc, si vous voulez inciter à un comportement qui sera favorable à la santé de la communauté, ajoutez... Moi, j'avais parlé de 50-50. C'est-à-dire que durant un spot de mettre une inégalité dans les coûts de secondes d'antenne. C'est-à-dire que si vous avez des produits transformés, le coût de présence à l'antenne est plus cher que si vous avez des aliments sains. Ce qui vous permettra de régler, d'avoir une variable d'ajustement, parce que forcément, si vous vous appelez fast-food machin, vous avez beaucoup plus de moyens que courgette.com. Eh oui, parce que courgette.com n'a pas les mêmes revenus en termes marketing. Donc du coup, de créer une inégalité saine, donc vous voyez que l'inégalité peut être saine, une inégalité saine, c'est-à-dire que vous voulez passer à l'antenne, ok, dans quelle catégorie vous êtes ? Industrie, ultra transformée, ok, donc vous, votre coût, c'est tant pour être à l'antenne.
Par contre, vous êtes courgette ou brocoli, ben, votre coût est moindre parce que vous, ça va dans le sens de la santé. Une partie qui est prise en charge par je sais pas quoi. Donc là, globalement, en fait, on s'y retrouve. Et alors je sais qu'il y en a, ils vont me dire, mais c'est plus compliqué que ça. Mais oui, mais en fait, rien n'est fait. Donc à un moment donné, on fait que de parler de l'épidémie d'obésité et tout, mais il y a quand même des moyens pour agir massivement sur l'information et on le fait pas. Donc après, faut pas culpabiliser les gens, quoi. Les gens ne sont pas censés être tous abonnés à mon site ou à des sites qui vont essayer de travailler un peu pour apporter de la connaissance. On peut pas leur en vouloir. Les gens ont une vie, un travail. Quand ils sont pas passionnés par ce monde-là, ils vont pas y aller, quoi. Vous, ça vous parle moins ce que je suis en train de dire parce que vous êtes passionné, vous pratiquez et tout, vous êtes rencardé, vous êtes conscient, vous avez des connaissances. Mais les gens, de manière globale, la seule connaissance qu'ils ont, c'est je fais un régime, j'arrête de manger des avocats, de l'huile, du beurre, et je vais manger comme un sportif, donc beaucoup de riz et de la viande blanche. Pour eux, c'est ça. Donc ça s'arrête là, en fait. Il y a pas et pour eux, les fruits et les légumes, c'est la même chose. Ça met en bonne santé. Bon. Donc il faut qu'il y ait ça et puis comme je disais, aujourd'hui, pour moi, encourager, améliorer, inciter et tout ça. Quand vous traversez une ville, mis à part les petits panneaux qui disent ici zone de sport et tout, vous êtes un peu démunis, quoi. C'est-à-dire qu'on vous guide pas vers un parc, vers un parcours de santé, vers un stade, et en fait tout ça, toutes ces indications, c'est-à-dire que quand vous vous promenez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous arrivez sur un lieu, par exemple, vous traversez, vous avez besoin de faire des courses parce que vous avez réservé une chambre d'hôtel à un endroit et tout. Qu'est-ce qui va vous sauter aux yeux ? Les grandes pancartes qui vont vous annoncer une grande surface et tout ça. Vous ne voyez pas les maraîchers. Enfin, ils sont pas aussi mis en avant. Si vous voulez faire de l'exercice, vous ne savez pas, à part, il faut aller sur Google, rechercher Google Maps et tous les parcours et tout. Ça n'est pas indiqué. On a plein d'outils, en fait. On peut, la mise en avant, la signalétique, la signalisation, et ça peut être mis en avant. On peut créer à l'intérieur de chaque ville des parcours, et améliorer ça. C'est-à-dire que dire, ben voilà, moi, une idée toute bête, mais vous savez, par ville, vous pourrez mettre, par exemple, des itinéraires. C'est-à-dire que dans chaque ville, il y a des endroits qui sont moins fréquentés que d'autres en termes de bagnoles, donc qui sont plus tranquilles. Et puis, je sais pas, au sein de la commune, des volontaires, des bénévoles, ou j'en sais rien, pourraient créer des tracés simples, que vous pourrez avoir même sur l'application de la mairie de votre coin. Et ce tracé passerait par les plus belles rues, les plus beaux coins où il y a peut-être un peu parfois de forêt, ou un petit espace vert, un truc comme ça. Et qu'en fait, après, la mairie à y mettre, je sais pas moi, un coup de bombe de peinture rouge à chaque angle de cet itinéraire pour avoir un suivi. Et au moins, les gens auraient un but. Ils se diraient, ah tiens, aujourd'hui, on fait le tracé santé de la ville. Et puis, ça passe par là, il fait 5 kilomètres en tout, ça fait la petite promenade, c'est sympa, on sait qu'on passera pas par des routes, etc. Vous voyez des idées, en fait, si on veut améliorer, il y en a. Mais on voit pas. Et ça fait 20 ans que c'est là, le truc. Alors, eux, c'est surtout la nutrition. Moi, je parle plus globalement avec tout le style de vie, mais voilà, quoi. Donc voilà, il y en a des idées. Alors, la petite question de l'auditeur. Bonjour, merci pour ton travail. J'ai 32 ans. Je me demande comment faire pour garder un niveau de testostérone élevé quand on prend de l'âge, sachant qu'elle diminue à partir de 30 ans. Faisant du sport, musculation, marche au gym depuis 1 an et demi, quels conseils pour garder un bon niveau de testostérone d'ici 10 ans, donc un bon niveau physique et surtout ne pas prendre de poids ou d'être en surpoids. Merci à toi. Bon, je crois que j'ai déjà traité cette question, mais bon, je vais en reparler quand même. Ça se trouve, il me l'a posé 2 fois, je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir déjà parlé de ça, ou en tout cas quelque chose qui y ressemblait. Bref. Bon, déjà, première notion, on ne booste pas son taux de testo. C'est-à-dire que si on réunit toutes les bonnes conditions, tu as un taux de testostérone X. Mais tu n'iras pas au-delà de ce taux-là, pardon. Après, si tu veux passer sur des taux au-delà de ta physiologie de base, c'est du dopage, c'est de l'aide, on va dire, pharmacologique, etc. Par contre, il se peut, et globalement c'est le cas dans le monde de vie moderne dans lequel on est tous, que des tas de petits marqueurs te font baisser ton taux naturel.
Donc globalement, il y a plein de choses, mauvaise qualité de sommeil, mauvaise alimentation, perturbateurs endocriniens, etc., etc. Manque d'activité physique et tout. Donc ce qu'on peut chercher à faire quand on est pratiquant naturel, c'est d'essayer d'avoir son taux maximal de base. Et donc pour ça, il faut essayer de desserrer le frein à main sur les trucs qui retiennent ce taux-là. Et ces divers freins à main qui sont enclenchés sont ce que je viens de dire, donc c'est surtout du style de vie. Donc déjà, c'est pas à partir de 30 ans, déjà à partir de 20-25 ans, le taux va commencer tranquillement, selon le rythme de vie que tu vas avoir, à choisir la pente. Mais bon, là, il y a plein de gens qui sont démoralisés. Non, il faut pas être démoralisé, en fait. Ça, c'est la masse, c'est la population globale, etc. Je parle pas du sportif qui s'entretient. Même si ça baisse, en fait, il sera toujours plus élevé que s'il n'avait pas fait de sport et tout. Donc déjà, dans tous les cas, si ton style de vie se conserve, c'est-à-dire que si tu continues à marcher, à faire de la muscu, à t'entraîner globalement, à être actif, à prendre de la force, etc., à t'alimenter correctement, c'est-à-dire à rester à l'écart des aliments transformés et ultra transformés au maximum, et de t'alimenter avec ce qui pourrait être une alimentation de type méditerranéenne, paléo, comme tu veux, mais de l'alimentation saine, en fait. Donc ça, déjà, si tu fais ça, t'as fait 50% du travail. Les 50% restants, ça va être plus de l'ordre du style de vie, la gestion du stress. Et encore, le stress, c'est ambigu parce que un stress chronique et un stress aigu n'est pas la même chose. Un stress aigu me paraît sain. Un stress chronique me paraît malsain. Encore que, beaucoup de gens disent, et moi-même je l'ai dit et je pense que c'est une erreur, ils disaient, oui, mais aujourd'hui, c'est plus la même chose qu'avant parce que le stress avant, c'était pour combattre un animal et tout. Et aujourd'hui, le stress qu'on a, c'est du stress chronique qui est tout le temps parce que quelqu'un nous met la pression au boulot, un patron ou autre, et c'est du stress chronique. Je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'avant, il y avait aussi un stress chronique qui était lié à comment on bouffe demain, quoi. C'est-à-dire qu'on se couchait le soir, si on venait de terminer la dernière cuisse de je sais pas quoi au feu de bois dans sa grotte et que le lendemain il y avait plus rien à bouffer pour ses enfants, il y a un stress chronique qui s'installe. Donc je pense que le stress chronique a toujours existé. Mais en fait, c'est le stress, il faut pas qu'il devienne paralysant et qu'il empêche d'agir, quoi. C'est ça, parce que empêcher d'agir, c'est pas l'évacuer et enfin voilà, c'est pas trouver de solution. Et là, par contre, c'est pas bon. Donc, l'idée est pas de lutter contre le stress chronique ou le stress aigu. Le truc est de travailler pour avoir des périodes de plein calme. Et les périodes de plein calme, je reprends mon exemple de l'homme paléo là d'avant, il avait des stress chroniques et des stress aigus, donc des stress chroniques qui étaient tamponnés, en tout cas largement diminués quand il tombait sur une source abondante d'eau et d'alimentation, de bouffe, quoi. Donc du coup, pendant une certaine période, son stress chronique était toujours présent, mais très diminué parce qu'il savait qu'il l'avait accès. Il était peinard, en fait. Une période de prise de recul, peinard et tout. Mais après, ça serait enclenché. Dans le mode de vie moderne d'aujourd'hui, en fait, il y a certaines personnes qui n'ont pas ce moment de prise de recul. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps dans ce stress chronique d'assez haut niveau et non pas de moments où, il y a un peu d'évacuation. Et ça, c'est important. Bref, si tu veux maintenir ton niveau, enfin garder un bon niveau de testo, déjà essaye de jauger au niveau libido, au niveau érection matinale, au niveau ton niveau d'énergie, ta confiance et tout ça, voir comment ça marche. Et ça, ce sont des bons marqueurs quand même de ça. Si t'es pas complètement déprimé en permanence, faut savoir que la dépression agit dans les deux sens, c'est-à-dire que t'as une baisse de testo, la dépression peut s'installer, mais t'as une dépression qui s'installe, ta testo peut diminuer. En fait, il y a un lien entre ça. Mais globalement, ne cherche pas par d'autres moyens qu'avoir une vie équilibrée. Et quand je dis équilibré, ça veut dire équilibré comme toi tu l'entends. Équilibré, ça veut dire, tu l'as bien compris, en luttant contre le confort. Déjà, commence par lutter contre le confort, d'avoir des projets également. Est-ce qu'une personne qui a absence de projet, quand je dis projet, c'est de pas avoir comme seul projet la retraite pour rien branler. Parce que là, je pense que effectivement, t'as plus la gaule. Donc, d'avoir toujours quelque chose qui anime en fait, qui te donne envie de bosser et tout ça, qui te maintient dans le système un petit peu.
Mais après, bon, largement les points, on va dire les leviers forts, je te les donne là. Et je te le mets dans les notes là, qui s'appelle un contenu que j'avais fait qui s'appelle booster son taux de testostérone naturellement. Donc je t'invite à aller voir. C'était un petit cours que j'avais donné. Mais à 32 ans, ça fait 1 an et demi. Tu m'as dit que tu pratiques. Je sais plus. Tu me l'as marqué à un moment donné. J'ai 32 ans. Faisant du sport, oui, depuis 1 an et demi. Donc là, tu es juste au début. C'est-à-dire qu'il est probable, voire possible, que tu te sentes beaucoup mieux à 40 qu'à tes 32 ans. Parce que si tu conserves en fait ton style de vie actuel, ça ira mieux à tout point de vue. Il faut savoir que les gens en surpoids ont plus de difficultés au niveau des érections et tout. Parce que tu me parles de testostérone, donc indirectement de virilité, et nous on associe beaucoup les hommes, notre virilité à ça, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Un homme qui n'est plus capable d'avoir ça, il se sent un peu émasculé, quoi. Donc c'est un lien direct. Donc il est fort probable que tu te sentes beaucoup mieux à 40 qu'à 32. Pour déjà plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un gros basculement psychologique arrivé à la trentaine chez un homme, une période de remise en question où il se cherche, etc. Et donc du coup, il est probable qu'à 40, ça se passe mieux pour toi de ce côté-là. Mais également, si tu te mets à faire du sport et tout, tu vas te débarrasser du gras, tu vas améliorer ta masse musculaire, ta posture, etc. Et tout ça, en fait, ce sont des micro-détails qui peuvent agir sur ta confiance en toi, sur ton sentiment de force, un peu plus de virilité et tout. Et donc, au-delà du taux de testo purement chiffré sur un bout de papier, il y a ce côté réel du style de vie qui pourrait être amélioré. Donc, c'est pour ça le taux de testo, nous, on le vise beaucoup parce que ce mot testostérone est fort chez un homme. On a tous envie d'avoir un bon taux de testostérone, mais globalement, moi je vous recommande pas forcément de vous tester de ce côté-là, mais plutôt d'essayer d'améliorer et de noter quand votre vie est vous la sentez plus virile, plus enthousiaste, plus énergique, plus accompli, etc. Et de pas mettre ça en lien avec votre taux de testo, mais plutôt de dire ok, quel est le rythme de vie que j'ai adopté qui m'a mis dans ces conditions, qu'est-ce qui a fait que j'ai obtenu ce sentiment de satisfaction, de confiance en moi, de virilité, de libido super accentué. Quels sont les marqueurs forts qu'il y a eu avant ? Quels sont qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce que j'ai mis en place ? Qu'est-ce qui a conduit à ce résultat, en fait ? D'être capable de faire ces auto-analyses. Et c'est comme ça, en fait, je pense, à mon sens, qu'on arrive à bien avancer et à bien se comprendre et à bien progresser, tout simplement, quoi. Donc, ne te soucie pas de ça, parce que moi, je sais qu'il y a des gens de plus de 40 ans qui écoutent et qui se sont jamais posé la question, parce que, globalement, ils n'ont pas vécu ça. Ils n'ont pas vécu de problématiques. Après, si toi, tu viens de t'y mettre il n'y a pas très longtemps, c'est vrai que peut-être que tu as encore des vestiges du passé, c'est-à-dire tes mauvais comportements ont un peu altéré ta physiologie, mais globalement, tout ça, tu vas le réorganiser. Tu peux que aller de l'avant, en fait. Donc, ne t'en soucie pas. Forme-toi, apprends, améliore-toi pour progresser, pour pas stagner, parce que ce serait quand même con qu'à 40, t'aies toujours le même physique, mais améliore-toi, continue à progresser, et tu vas voir, ça ne devrait pas être ton but premier. Ton but premier devrait être de chercher à améliorer ton reflet. Enfin, en tout cas, améliorer les choses qui t'ont fait te mettre au sport, quoi. Et de toute façon, ton organisme ne pourra hormonalement, enfin, il pourra répondre que positivement de manière hormonale à ça. Ça sera jamais négatif. Ce qui est négatif, c'est les mauvais comportements. Et à partir du moment où tu ne tombes pas dans des mauvais comportements, il y aura pas d'altération de ce côté-là. Donc voilà globalement et simplement comment je te réponds. Et si tu veux avoir des meilleures habitudes, des petits détails, un peu plus concrets et moins général, va voir le lien que je te propose là dans les notes du podcast. Ça s'appelle Booster son taux de testo naturellement. J'avais fait cette vidéo, on est posé dans mon salon, tranquille, on discute ensemble et je te donne des points clés un petit peu pour actionner certains leviers dans ton quotidien. Voilà. Donc merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Pour tous ceux que ça intéresse d'aller voir la diète des mannequins ou justement ce cours sur la testo, allez voir les liens en description ou dans votre boîte mail. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.